général d'Agamé est ouvert depuis ce matin. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration ce lundi. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur ont débuté aujourd'hui. Pour cette session 2014, ils sont au nombre de 54 693 candidats répartis sur l'ensemble du territoire. Ces épreuves vont durer 5 jours. Fini le mondial 2014. La nuit d'hier à aujourd'hui a été particulièrement agitée à Berlin, où les Allemands ont célébré la victoire de leur sélection en finale. L'Argentine, en revanche, s'est couchée avec la déception d'être passée tout près d'un retentissant exploit. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal du RTI1. L'hôpital général d'Agamé est ouvert depuis ce lundi matin. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration. Cet hôpital, qui est l'une des réponses à l'accessibilité aux soins, comprend des services de consultation externe, services d'urgence, services médico-techniques et généraux. Le reportage de Viviane Aimé. Adjamé a témoigné une fois encore ce lundi son indéfectible attachement à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Adjamé lui avait accordé à l'élection présidentielle de 2010 70% de ses suffrages au premier tour et 75% au second tour. Depuis, les 4 ans de pouvoir de son candidat semblent n'avoir en rien refroidi le soutien des Adjamois et Adjamoises à son endroit. C'est une foule compacte qui est sortie pour saluer l'arrivée du président de la République dans cette commune où il s'est rendu dans la matinée de ce lundi pour poser un acte de grande portée sociale, à savoir l'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé. Une infrastructure sanitaire qui va permettre aux populations de la commune, mais également à celles des communes voisines du plateau et d'Atékoubé, de bénéficier d'une large gamme de soins, sans être orienté vers d'autres structures sanitaires. C'est un hôpital de 100 lits avec un personnel soignant qui compte 15 médecins. L'hôpital est bâti sur le site de l'ancien dispensaire d'Adjamé. Si les travaux de construction avaient démarré en 2001 sous l'Ancien Régime, ils avaient été interrompus grâce au programme présidentiel d'urgence qui a financé la finition des travaux à hauteur de 800 millions et fournit l'équipement pour un montant de 1,2 milliard de francs. Adjamé dispose désormais d'une infrastructure sanitaire à la hauteur de son niveau de commune de grande densité de peuplement. C'est un maire heureux, le maire Youssouf Silla, qui a dit merci au président de la République pour avoir concrétisé un vœu cher aux populations d'Adjamé. Aujourd'hui, je suis comblé. Avec moi, toute la population ici rassemblée pour voir enfin se réaliser en notre présence ce vieux rêve. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une tautologie aujourd'hui en Côte d'Ivoire que d'affirmer que point n'est besoin de porter des loupes pour voir de loin vos œuvres. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, qui a mené à bien le chantier de finition et d'équipement de cet hôpital général, a remercié à son tour le président de la République pour la priorité qu'il accorde à la santé dans le volet social de son programme de gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la confiance et votre soutien qui ne nous ont jamais fait défaut et qui ont permis de surmonter les difficultés de notre système de santé fortement déstructuré après de si longues années de sous-investissement, mais qui retrouve petit à petit ses marques avec l'adhésion de toutes et de tous. Prenant la parole, le président de la République l'a encore dit ce lundi à Adjamé, la marche de la Côte d'Ivoire à l'émergence d'ici 2020 ne se fera pas au détriment du social. Et pour l'illustrer, il s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire d'ici 2020 une référence au plan sanitaire au niveau de la sous-région, voire de la région ouest africaine. Mon ambition est de restaurer en profondeur le système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. La tâche est immense, mais je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Grâce au financement du PPU, pour un montant global de plus de 12 milliards de francs CFA, 6 hôpitaux généraux ont été réhabilités récemment,
Bondougou, Korogo, Bouna, Grand Laou, Grand Bassam et Jacquesville. Et 38 centres de santé et hôpitaux ont été également réhabilités et rééquipés. Le président de la République ne pouvait clore son propos sans faire mention de la grave menace que représente l'épidémie d'Ebola dans la sous-région. Il a lancé aux populations un appel à la vigilance. Je voudrais encourager tous nos compatriotes au respect des mesures de prévention préconisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette question, nous en avons débattu au niveau des chefs d'État de la CEDEAO le 10 juillet dernier à Accra, et je voudrais vous dire que des mesures importantes ont été prises dans plusieurs domaines, y compris pour le financement et pour la protection des populations. Avant de prendre congé des Adjamois, le président de la République a rappelé que l'ouverture de l'hôpital général de cette commune répond à une promesse de campagne. En plus de cet hôpital, il a accédé ce lundi à 2 nouvelles doléances au profit des populations de la commune d'Adjamé, à savoir la réhabilitation de la voirie de la commune et la réhabilitation du HMA, l'hôpital militaire d'Abidjan. Un balcon s'est effondré à Djamé ce matin. Des spectateurs qui voulaient avoir une meilleure vue de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital général ont envahi le balcon d'un immeuble. Le balcon a cédé sous le poids de la charge. Des personnes couchées au sol. Elles se tordent de douleur. Elles sont tombées du haut de ce bâtiment, montées à l'étage à poursuivre la cérémonie d'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé. L'immeuble vétuste s'est en partie écroulé. Bilan, plusieurs blessés et parmi eux des enfants. Une scène tragique. Appelle vite un médecin, il a quoi? C'est cassé là, complètement. Oui. Certaines victimes évacuées au CHU de Yopougon par les secours. Au service des urgences, les médecins sont à pied d'œuvre pour les premiers soins. La majorité sont des blessés légers qui vont nécessiter quelques soins, des pansements, et on pense que d'ici la fin de la soirée, la majorité serait rentrée à la maison. La difficulté, c'est que les parents nous envahissent, et ce qui rend le travail assez pénible. Le maire de la commune d'Adjamé, Youssouf Silla, commune dont est issue la majorité des victimes, est venu s'enquérir de la situation. Il était de mon devoir d'être présent ici parce que c'est pour nous que cette population était sortie. Donc nous pensons que tout va s'arranger et que les parents peuvent rentrer sans crainte. Il n'y a pas d'inquiétude. Personne n'a une blessure grave, mais seulement des blessés légers. Ces blessés sont pris en charge gratuitement. D'autres bénéficient également des mêmes soins au CHU de Treichville. Et c'était un reportage de nous Sangaré, commenté pour vous par Franck Quadio. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur ont débuté aujourd'hui pour cette session 2014. Ils sont au nombre de 54 693 candidats repartis sur l'ensemble du territoire. Ces épreuves vont durer 5 jours et ce matin, une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur a visité des centres d'examen ici à Abidjan pour constater le démarrage des épreuves, nous rapporte Serge Coléa. Ambiance studieuse au centre d'examen Cestia de Plateau. 654 candidats sont inscrits. Mis à part quelques absents, la plupart des 24 salles affichent complet. Pour débuter, l'épreuve de technique d'expression française. Le sujet n'est pas difficile en tant que tel. Toutes les dispositions sont prises. On a un détachement de la police qui est là et tout est calme. Le ministère de l'Enseignement supérieur, qui entend veiller au bon déroulement des épreuves, a sillonné quelques centres. Le directeur général de l'Enseignement supérieur, le professeur Crézois, et le directeur de la DORES, la direction de l'orientation et des examens, Doulaye Koulibaly, se sont rendus dans les centres 1 et 2 de Talon-Namanko. Au Talon-Namanko 1, sur les 506 candidats de la filière finance, compta, gestion des entreprises, 26 absents sont à signaler. À part cela, tout se passe bien. Au centre du lycée commercial et professionnel de Yopougon, environ 900 candidats sont répartis
sur 2 centres. Ils sont issus des filières tertiaires et industrielles. On note une vingtaine d'absents. Dans l'ensemble, cette première journée des épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur, s'est bien passé. Il n'y a pas d'incident, sauf que des candidats se sont présentés, ils étaient des détenus, et sans que le ministère n'ait été informé, ils sont venus avec cette détenue pour qu'ils composent, même s'ils avaient des convocations. On ne les a pas acceptés. On a 98 centres sur Abidjan. Pour qu'il y ait une bonne maîtrise des effectifs, nous créons 2 centres sur ce même site. Nous avons 8 villes de l'intérieur qui sont concernées. Nous attendons des diplômés qui auront décroché leur diplôme avec leur intelligence. 54 698 candidats répartis dans 112 centres à Abidjan et à l'intérieur du pays sont candidats au brevet de technicien supérieur. Les épreuves écrites se déroulent du 14 au 19 juillet prochain. L'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, vient d'organiser une conférence publique. Le conférencier Francis Vaudier, président du Conseil constitutionnel, s'est prononcé sur le rôle et fonctionnement du Conseil constitutionnel dans une démocratie. L'objectif est de mieux faire connaître cette institution, nous explique Patricia Mouitia. Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, amphithéâtre Ange Barry Battesti. Ici, personnel et étudiants sont présents. L'intérêt, suivre la conférence publique du président du Conseil constitutionnel. Le thème est « Rôle et fonctionnement du Conseil constitutionnel dans une démocratie ». Nous avons depuis quelque temps décidé d'ouvrir les portes du Conseil constitutionnel. J'ai décidé donc de venir vers vous pour vous dire ce qu'est le Conseil constitutionnel, indique le président. Le juge constitutionnel, comme tout juge, en particulier le juge constitutionnel, a un devoir de paix. Travailler dans ce sens. Parce que comme je l'ai indiqué, là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit. Donc c'est la mission que je m'assigne. Je voudrais pouvoir marcher constamment vers cette fin. L'une des caractéristiques majeures du Conseil constitutionnel, c'est son indépendance, son impartialité et sa neutralité, insiste Francis Vaudier. Selon lui, l'institution exerce des compétences juridictionnelles et consultatives et donne des avis de droit sur la base d'arguments. Nous prenons à présent la direction de Bondoukou pour découvrir le centre de resocialisation des ex-combattants. Ce centre qui vient d'ouvrir ses portes va permettre aux ex-combattants démobilisés de recevoir une éducation civique afin de mieux s'insérer dans la vie active. C'est une initiative de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Des danses traditionnelles à Tchang et Baoulé, mises en scène par des ex-combattants issus de ces régions pour accueillir leurs hôtes. Nous sommes au centre de resocialisation de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR de Bondoukou. Un centre qui accueille à ce jour 540 jeunes venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire. L'ADDR veut donner à ces jeunes qui pendant longtemps ont fait du maniement des armes leur quotidien une nouvelle vie. Aujourd'hui, il faut permettre à ces jeunes de s'insérer dans le tissu social. Et cela passe nécessairement par la culture du civisme et le renforcement de la cohésion sociale. Mon oncle, sa femme et ses 2 enfants ont été tués devant moi. Et j'ai eu la haine dans mon cœur. Mais lorsque je suis arrivé sur ce site, j'ai reconnu l'agresseur de mes parents. J'ai échangé un peu avec lui et par l'aide d'un de mes amis ex-combattants, je me suis ressaisi. Je suis arrivé vers messieurs les psychologues et ils m'ont soutenu moralement. Et actuellement où je vous parle, cette haine n'est plus à moi. Pendant un mois, 540 jeunes ex-combattants seront formés sur plusieurs modules, entre autres les droits de l'homme, les droits familiaux et la lutte contre la drogue. Tous bénéficieront d'un projet d'insertion socio-économique. À un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils ont eu à jouer leur rôle. Je pense que la paix étant revenue, il faut que le gouvernement leur trouve un point de chute. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Des gens qui se sont combattus les uns les autres, qui viennent d'horizons divers, se retrouvent ici pour réapprendre à vivre ensemble, à se pardonner. Et ça, pour nous, c'est une de nos missions. Et quand on voit ça, on ne peut qu'être satisfait. Mais la difficulté, selon le directeur général de l'ADDR, c'est bien le coût élevé de cette prise en charge, qui est de 300 000 francs CFA par personne en un mois.
C'est pourquoi il sollicite le soutien des partenaires économiques, satisfaits de la politique de resocialisation des ex-combattants, surtout celle menée en Côte d'Ivoire. Les partenaires ont pris l'engagement de soutenir le gouvernement. Je crois que là également, c'est une innovation dans l'approche. Tout à l'heure, j'ai cité un certain nombre de pays dans lesquels on a accompagné ce type de processus. On n'a jamais fait de la resocialisation, jamais. Donc, ceci traduit un peu la flexibilité, l'innovation qui a été donc celle de l'ADDR. À l'ONUCI, nous sommes tout à fait engagés à poursuivre notre coopération avec l'ADDR, à l'accompagner. Nous avons pu constater ce matin un travail professionnel, bien organisé, bien exécuté. Avec le soutien des experts en droits de l'homme, des psychologues et sociologues et surtout de la gendarmerie nationale, ces ex-combattants participent à des actions sociales. Et la réhabilitation de la martinette du village de Kwassim-Dawa dans la commune de Bondoukou est l'une de leurs œuvres. Le riz alimente la consommation en Côte d'Ivoire, mais le pays en consomme plus qu'il en produit. Conséquence, c'est beaucoup d'argent que la Côte d'Ivoire dépense à importer du riz. Le district de Yamoussoukro veut aider à inverser cette tendance. Il s'est donc engagé à relancer la riziculture dans sa sphère géographique. Grâce au partenariat public-privé, il a été mis sur le marché du riz sous le label Yagroavier. Un projet ambitieux pour contribuer à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. Est-ce possible? Réponse dans ce grand format signé Eugène Atoubé. Dans cette usine, on décortique le riz qui arrive sous la forme paddy. Ici, on traite de toutes les variétés. Bienvenue à Bongouanou. 90 tonnes de riz paddy ont été traitées à l'usine de Bongouanou pour le compte du district de Yamoussoukro sous le label Yagroavier. Yamoussoukro compte produire des milliers de tonnes en termes de riz blanc. Et comme nous avons une grande capacité de production, je crois que les perspectives sont meilleures. Pour en arriver à la production de riz, nous avons fait un travail de sensibilisation. Nous avons d'abord recensé les différentes coopératives rizicoles qui étaient sur la place. Nous avons recensé les riziculteurs pour leur expliquer notre projet et pour obtenir leur adhésion. Les 90 tonnes de paddy transformées à l'usine de Bongouanou, puis ramenées à Yamoussoukro pour commercialisation, représentent la moisson du premier cycle culturel sur une superficie de 60 hectares. Ces terres délaissées pendant plusieurs années sont aujourd'hui remises en exploitation dans le cadre d'un projet du nom de Yanovel. Yanovel est l'illustration du partenariat public-privé entre la multinationale suisse Novel et le district de Yamoussoukro. Nous partirons des labours, au fur et à mesure nous irons vers le semi-direct et le tout mécanisé. C'est la seule option pour l'instant pour baisser le coût de la main-d'œuvre et baisser aussi les coûts de production afin d'arriver à un riz blanc accessible à tous les ménages de Côte d'Ivoire. Dans notre mécanisme, ce n'est pas le producteur qui sort le produit. C'est le projet, c'est Yanovel qui vient prendre le produit sur les sites de production. Et nous-mêmes, nous acheminons la production pour le séchage, avec les opérations post-récolte jusqu'à l'usinage. Pour la première phase du projet Yanovel, 60 hectares de périmètre ont été mis en exploitation. L'exécution du projet a commencé par la production de semences. 3 hectares de semences sélectionnées, distribuées à 79 producteurs. Il déplore le retard dans la distribution des intrants et la dégradation des infrastructures de retenue d'eau, comme le drain, très ensablé, et la digue, rongée par l'érosion. C'est depuis 72 que ce drain a été curé. Et depuis alors, ça n'a jamais été curé. Et quand il pleut, nous avons un débordement et ça rentre dans les parcelles. La saison pluvieuse, là, si on veut travailler, au moins peut-être que c'est 40 à 50 hectares seulement qu'on pourrait exploiter. Les eaux sont inondées. Alors que c'est les bonnes parcelles qu'on peut bien travailler. Des travaux d'entretien sont envisagés et devraient, selon le gouverneur Augustin Thiam, coïncider avec le début du prochain cycle culturel. L'objectif est clair, lever les obstacles et freins à la bonne marche du projet Yanovel. Dans cette perspective, d'autres périmètres rizicoles seront aménagés dans les villages de Zata, Nanan, Gogokro, Sémian et Djamalabo pour porter à 180 hectares l'ensemble des superficies cultivables pour les prochains cycles culturaux.
L'enjeu, récolter 900 tonnes de riz paddy, soit 540 tonnes de riz blanc sous le label Yagroavier. Notre ambition, c'est que ça puisse aller dans tous les endroits de Côte d'Ivoire où c'est réalisable. L'autosuffisance d'abord, l'exportation ensuite, et donner du travail à nos jeunes frères désœuvrés, déscolarisés, qui constituent l'essentiel de la masse paysanne aujourd'hui. Selon l'Office national de développement du riz ONDR, la Côte d'Ivoire consomme chaque année 1 800 000 tonnes de riz pour une production nationale estimée à 1 million de tonnes. Le district de Yamoussoukro, grâce au projet Yanovel, veut combler ce gap. Yagroavier, pour autant, doit faire face à la concurrence du riz importé que l'on trouve dans tous les magasins de vente en gros et demi-gros. Les Ivoiriens aiment toujours manger la bonne qualité. Pour nous, pas de problème. On est prêt pour bien vendre sur le marché. Sur les marchés de Yamoussoukro, le riz Yagroavier est présent, vendu pour l'heure au détail et fort apprécié des populations. Le riz Yagroavier, il n'y a pas de sable dedans, c'est pas gros. Ça marche bien. Donc ça marche très bien. C'est bien doux, j'ai mangé bien, mes enfants ont mangé bien, c'est doux. Yagroavier préfigure la renaissance de la riziculture dans la région du Bélier. Le projet Yanovel se fixe à terme 2 objectifs. Le premier, produire 300 000 tonnes de riz blanc par an. Le second, créer 15 000 emplois directs dans le secteur du riz. Voilà, c'était le grand format de la rédaction signé Eugène Atoubé. Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire vient de faire don au personnel de son institution, aux journalistes et associations musulmanes. Ce don d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA est composé de sucre, d'huile et de lait. Il vise à traduire la solidarité de la médiature à l'ensemble de la communauté musulmane dans ce mois de Ramadan, nous explique Patricia Omouitia. Ramadan, mois de jeûne certes, mais surtout mois de partage. Occasion pour Ngolo Koulibaly, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, de faire un don évalué à environ 3 millions de francs CFA, dont composé entre autres de sucre, de lait et d'huile. Tout ceci dans un esprit de solidarité. L'institution, le médiateur de la République, reste une institution républicaine et ne privilégie pas seulement la communauté musulmane, car l'institution participe aussi bien aux activités chrétiennes, notamment le pèlerinage à Lourdes. 3 catégories de bénéficiaires, le personnel de la médiature, les journalistes et les associations musulmanes. Un acte fortement apprécié. Nous organisons la rupture sur le campus de Cocody et lors de la rupture collective, nous avoisinons les 400 personnes. Et aujourd'hui, le médiateur nous a appelés pour recevoir ce don. C'est un honneur pour nous. C'est un geste de portée social. Ça n'arrive pas toujours quand on personnalise des dons, surtout à l'endroit des journalistes. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas que les journalistes musulmans, à tous les journalistes vraiment chrétiens comme musulmans. Nous nous disons vraiment merci et nous avons vraiment été très honorés par la présidente de l'UNJC et tous nos confrères qui sont venus dire merci à la médiature. Et nous prions pour que cette institution aille encore plus loin. Ngolo Koulibaly demande également aux bénéficiaires et à l'ensemble de la communauté musulmane de prier davantage pour la cohésion sociale, la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. À présent, le reste de l'actualité dans le monde en bref. Nous sommes le 14 juillet. La France a commémoré sa fête nationale. Cette fête est particulière puisqu'elle célèbre à la fois le centenaire de la Première Guerre mondiale, les 70 ans du débarquement. Mais commençons pour ce tour de l'actualité par l'Ukraine, où l'armée poursuit ses opérations contre les séparatistes pro-russes. Elle vient de marquer un point en s'apparant de l'aéroport de Lugansk. La zone est sous protection policière après avoir été touchée par un obus. Dimanche, une attaque sur une ville russe à la frontière avec l'Ukraine a fait 1 mort et 2 blessés. La Russie évoque un acte d'agression de Kiev et évoque la possibilité de mener des frappes ciblées sur son voisin. L'Ukraine, de son côté, dément être à l'origine de ce tir et accuse plutôt les insurgés pro-russes qui chercheraient, selon elle, à provoquer une aggravation du conflit dans l'Est ukrainien. Il reste moins d'1 semaine pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien, mais les négociations en cours à Vienne se heurtent toujours à de nombreux points de blocage. La communauté internationale attend de l'Iran des garanties sur la nature strictement civile de son programme nucléaire, en échange de la levée des sanctions économiques. Si les négociations échouent, l'Iran entend tout simplement reprendre son programme d'enrichissement d'uranium.
Des hommes venus de près de 70 pays différents ont défilé à Paris sur les Champs-Élysées ce lundi 14 juillet lors de la fête nationale française. Parmi les nations invitées, une vingtaine de pays africains, de l'Afrique du Sud à l'Algérie. La parade des emblèmes symbolisait l'harmonie retrouvée entre les nations qui ont eu des soldats ou des travailleurs engagés sur le théâtre européen en 14-18. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'opération est inédite. Le Costa Concordia, ce paquebot qui s'est échoué au large de l'Italie il y a 2 ans et demi, est en train d'être lentement redressé. C'est la première fois qu'un bateau de cette taille doit être renfloué et la manœuvre devrait durer 1 semaine. Quelques heures après le début des opérations, première bonne nouvelle, le bateau flotte. Il doit ensuite être acheminé vers son port d'origine, Gênes, où il sera démantelé. Pas d'accalmie au Proche-Orient. Après 7 jours de frappes israéliennes, toujours pas de trêve en vue. Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivent. 600 tirs de roquettes. Au total, l'offensive sur la bande de Gaza a fait plus de 170 morts côté palestinien. Même si Tsahal affirme tout faire pour éviter les victimes civiles, les destructions se font immanquablement au détriment de la population. Selon une source de l'hôpital européen de Gaza, 4 Palestiniens ont été tués à Khan Younes lors de ces attaques. Israël, qui accuse les Palestiniens d'utiliser les mosquées comme dépôt d'armes, a également frappé la mosquée An-Nour de Deir el-Balah, sans toutefois faire de victimes. Au 7e jour de l'offensive, bordure protectrice, ni les propositions de médiation américaines, ni les appels de la France et de l'Allemagne à la retenue et à un cessez-le-feu n'ont réussi à faire taire les canons. Fini le mondial 2014. La nuit de dimanche à lundi a été particulièrement agitée à Berlin, où les Allemands ont célébré la victoire de leur sélection en finale de la Coupe du monde de football. Des centaines de milliers d'Allemands ont laissé éclater leur joie dans la capitale pour célébrer le 4e titre mondial, attendu depuis la réunification en 1990. Buenos Aires, en revanche, s'est couché avec la déception d'être passé tout près d'un retentissant exploit. Les Allemands sont champions du monde pour la 4e fois de leur histoire. À Rio, les supporters de la Mannschaft explosent de joie. Nous sommes tellement heureux d'avoir gagné ici à Rio, au Maracanã. C'était très serré, mais c'était super. Le match était génial. Nous avons réussi. Maintenant, nous avons 4 étoiles. C'est seulement à la toute fin de la prolongation que le joueur allemand Mario Götze marque le but de la victoire. À Berlin, c'est l'euphorie. Génial, c'était très excitant, l'Allemagne a été fantastique. Les Allemands ont fêté leur victoire jusqu'au bout de la nuit. Côté argentin, la déception est immense. À Buenos Aires, au moment où les Allemands marquent, c'est tous les espoirs d'un peuple qui s'effondrent. Je souffre terriblement. Je pensais que ça allait être un jour heureux pour mon petit garçon, mais malheureusement non. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, les Argentins se sont très bien battus. Je les félicite, bravo. Au milieu de la nuit, des débordements ont éclaté entre hooligans et policiers. Des magasins ont aussi été vandalisés. Seul lot de consolation pour les Argentins, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de ce mondial. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20 h.